collègue en plus, un demi-siècle de carrière dans le service public, ici à Radio France. Il vient de commenter sa 14e et dernière Coupe du Monde, enfin je crois. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Directeur des sports de Radio France, pour vous interroger avec moi ce matin, Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Alexis, bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir commenté cette Coupe du Monde, de nous avoir fait vibrer. Alors on a vu hier à Paris des images extraordinaires de cette équipe remontant les Champs-Élysées, une équipe très jeune, très généreuse, très unie. C'est l'image qu'on en avait à Moscou, c'est l'image que vous en avez ? Oui, c'est l'image qu'on avait de cette équipe de France et très curieusement, dès le départ de la compétition, on avait un pressentiment. On avait quelque chose qui arrivait d'ailleurs, sans doute, que cette équipe de France pouvait devenir championne du monde, parce que même si ils n'ont pas très bien joué pendant le premier tour, ce qui arrive à chaque Coupe du Monde de football, n'importe quelle équipe française a toujours un peu galéré dans ces 3 premiers tours qui sont un peu un championnat. Alors, vous avez été agacé par les critiques qui sont montées là ? Vous avez été agacé par les critiques qui sont montées ? Moi, je trouve que quelquefois on exagère. Franchement, on est en Coupe du Monde de football. La France est qualifiée, ce qui est déjà un exploit. Ce qui est déjà en soi un exploit. On se retrouve en phase finale. Évidemment qu'on joue pas très bien contre le Danemark. Évidemment que c'est un peu galère contre le Pérou. Évidemment que c'est un peu galère contre l'Australie. Mais ça fait partie du film. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. On n'a pas découvert en Russie que toutes les équipes nationales pendant le premier tour, c'est un mini championnat. Donc il y a des calculs. Donc c'est pas une compétition à élimination directe. Sauf que quand vous rentrez dans le grand film de l'élimination directe, c'est-à-dire l'Argentine, c'est pas rien. Après vous avez l'Uruguay, c'est pas rien. Après vous avez la Belgique, c'est pas rien non plus. Là, on y est. C'est-à-dire que là, on gagne. Là, on marque des buts. Là, l'équipe de France est sortie de la phase des poules. Regardez les phases des poules. Il y a des joueurs il y a des équipes qui sont pas sorties, hein. Il y a des grandes équipes qui ont été battues, beaucoup de surprises. Donc c'est pas du hasard. Quand vous sortez premier, même si vous avez moyennement bien joué, c'est un bel exploit quand même, hein. Faut pas l'oublier. C'est des beaux champions du monde. Ouais, je reprends l'expression de Didier Deschamps, quoi. C'est des champions du monde qui sont à la fois intelligents sur le terrain, qui ont un côté très attachant. Alors évidemment, après, il y a toujours ce problème de génération avec les jeunes. Moi, j'ai souvent un peu chambré Pogba en disant est-ce qu'un jour tu peux pas arriver sur un stade de football avec des cheveux normaux, pas un jour rouge, pas un jour bleu, pas un jour vert. On l'a vu à l'Élysée, hein, c'est un ambianceur. Hein, oui, mais je me demande si c'est pas lui qui a raison. Même si moi, ça m'énervait. Je me demande si c'est pas lui qui a raison. Je me demande si je me suis pas trompé. Il a apporté de la fraîcheur. Il a apporté de la folie. Il a apporté de l'insouciance. Il est provocateur. Et peut-être que cette équipe de France, depuis 3 ou 4 ans, est dans ce synopsis-là, c'est-à-dire d'essayer d'être meilleur sur le terrain avec des éléments dont peut-être qu'on avait des éléments conservateurs avant. Sur le terrain, on a vu un phénomène, alors qu'on connaissait ici en France, mais qui s'est révélé aux yeux du monde entier, c'est Kylian Mbappé. Avec le recul que vous avez, Jacques, est-ce qu'on a déjà vu ça dans le foot français en tout cas? On n'a jamais vu ça. À cet âge-là. On n'a jamais vu ça, sauf que je me permettrais d'être prudent. Voilà. Parce qu'il a à peine 19 ans, ou il a 19 ans, c'est le plus jeune joueur à avoir marqué en Coupe du Monde après Pelé, donc c'est quand même pas rien. C'est un merveilleux joueur, et moi je pense qu'il peut aller très loin pour une raison qui est très très simple, c'est qu'il est très très bien entouré. Sa famille, c'est costaud. Le nombre de joueurs qui ont défilé dans des grands clubs, on avait beaucoup d'espoir en eux, etc. Et à la sortie, ils étaient mal encadrés, ils étaient mal surveillés, ils avaient des mauvais agents. Et là, c'est costaud, c'est du sérieux. Ouais, c'est-à-dire que il bouge pas une oreille. Jacques, ça a frappé tous les Français qui ont regardé cette finale. Le sourire de Mbappé, sa décontraction au moment de la Marseillaise. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, quoi, la tête bien faite aussi. C'est pour ça que je vous disais que son entourage est extrêmement important. Le père, ancien joueur, pas un grand joueur, mais un bon joueur de CFA. La mère, une ancienne handballeuse. Donc il a été élevé dans un milieu sportif. Et il a été élevé dans un lieu qui est extrêmement important. C'est-à-dire que depuis l'âge de 7 ans, il est dans un vestiaire. Donc il est obligé de respecter, le mec est à sa droite, le mec est à sa gauche, même s'il les aime pas.
Et puis après, ils deviennent amis. Respect. Puis il y a peut-être, on va parler aussi, bien sûr, de Didier Deschamps, d'une autre qualité, peut-être l'humilité. On l'écoute. Oui, c'est une fierté. C'était quand même l'homme clé de cette équipe. On a dit, Didier Deschamps, il est rentré dans la tête des joueurs. C'est le véritable patron. Parce que Didier est très gentil quand il dit que c'est les joueurs qui jouent. Évidemment que c'est les joueurs qui jouent. Évidemment que c'est les joueurs qui marquent. Évidemment que c'est le risque qui arrête les buts, etc. Sauf que il est dans le subconscient, quasiment jour et nuit, de tous les joueurs de cette équipe de France, en tous les cas, à Moscou. Il leur parle le matin, il leur parle à midi, il leur parle à l'entraînement, il leur téléphone dans leur chambre. Il est omniprésent parce qu'il sait ce que c'est d'être champion du monde. Il a connu, il a des références, il a un passé. Quand vous êtes convoqué dans votre chambre par Didier Deschamps et que vous êtes un jeune joueur comme Benjamin Pavard parce que vous n'avez pas été très bon, j'extrapole. Là, vous avez intérêt à vous remettre en question dans la seconde qui suit. C'est même pas discutable. Et donc, il a une pression sur les joueurs qui est incroyable, qui est fabuleuse, qui est exceptionnelle. Et c'est lui. Alors, on parle des joueurs, ok. On parle du titre, ok. Mais le véritable vainqueur de cette histoire, ça reste Didier Deschamps, qui est le seul, avec 3 autres joueurs. C'est pour ça que l'importance qu'il a. Zagallo, il est champion du monde avec le Brésil et champion du monde en tant qu'entraîneur. Beckenbauer, c'est pas rien, Beckenbauer. Il est champion du monde en tant que joueur et avec l'ex-RFA. Et là, c'est pareil. Ils sont que trois à avoir réussi ce doublé. Coupe du Monde. Et on va continuer de parler de cette Coupe du Monde et des précédentes aussi avec vous, Jacques Vendroux, juste après le rappel de l'équipe. Et Jacques Vendroux continue de partager ses souvenirs avec nous ce matin, Jean-Jérôme. Jacques, vous avez 14 coupes à votre actif. Là, le patron de la FIFA a dit... La coupe qui vient de se terminer, c'est la plus belle des coupes qu'on ait jamais vécues. Vous partagez ce sentiment ou pas? Vous pouvez pas le partager peut-être. C'est la plus belle en termes d'organisation. C'est-à-dire que ça a été formidable sur le plan des timings, des avions, des hôtels. Les stades étaient pleins, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tous les stades, 64 matchs, les stades sont pleins. Il manque pas un spectateur. Alors vous pouvez effectivement, vous poser des questions en disant qu'il y avait des matchs qui étaient secondaires ou qui ne comptaient pas. Par exemple, à la fin du premier tour, est-ce qu'il n'y a pas eu ordre du pouvoir russe de remplir les stades, etc. Ok, c'est possible. Sauf que quand le match est retransmis dans le monde entier et qu'on voit le stade plein, Poutine, on aime ou on n'aime pas, il a quand même réussi sa Coupe du Monde. Il n'y a pas eu un drame, il n'y a pas eu une histoire. Le métro, nickel. Tout est parfait dans l'organisation. Alors après, moi je suis pas assez qualifié sur le plan politique comme vous. Et sur le plan sportif ? Mais c'est une magnifique Coupe du Monde avec deux finalistes inattendus, avec une équipe de Belgique. Ça vaut 98 qui s'était déroulé en France. Mais attendez, vous savez, on demande de choisir sur les Coupes du Monde, etc. Une Coupe du Monde, ne serait-ce que le terme phase finale de Coupe du Monde, c'est un mot magique déjà au départ. Vous avez les meilleures équipes qui se retrouvent dans un endroit précis, l'Afrique du Sud, les États-Unis, prochainement le Qatar, etc. Ne serait-ce que participer avec les meilleures équipes nationales du monde, c'est déjà un événement. Donc, c'est rarement décevant sur le plan sportif. Vous pouvez avoir des matchs de daube, vous pouvez avoir des matchs ennuyeux, vous pouvez tomber sur, des rencontres inintéressantes, etc. Sauf que, au bout du compte, avec un peu de recul, vous apercevez que vous êtes éclaté pendant un mois. Vous parliez de l'organisation, Jacques Vendroux. Il y a un de vos amis qui m'a dit que l'une des coupes, vous l'aviez commentée depuis un hôtel, que vous ne pouviez pas assister au match. C'est vrai, ça? C'est Fabrice Abgal qui vous a raconté cette histoire, ce qui est tout à fait vrai. La Coupe du Monde en Corée et au Japon, pour des raisons diverses et variées, on n'avait pas eu les droits. Mais on a quand même été là-bas. On a commenté cette Coupe du Monde dans un hôtel. On a commenté devant un écran de contrôle, etc. Mais ça reste quand même une Coupe du Monde. C'est la fameuse année où l'équipe de France est passée à côté. Ouais, on n'a pas loupé grand-chose en même temps en 2002. Ce serait malsain de dire que on n'a rien manqué à fait, parce que l'équipe de France s'est fait virer rapidos. Alors justement, puisqu'on parle peut-être de mauvais souvenirs, Jacques, le plus mauvais souvenir en termes de mondial, est-ce que c'est le traumatisme de 82? Est-ce que c'est 2010? Non, parce que le traumatisme de 82, c'est un fait de match. Le traumatisme de 82 fait partie de la légende de la Coupe du Monde. Comme la main de Maradona,
contre les Anglais sur cette main qui marque face à Shilton, qui est le gardien de la sélection anglaise. Là, en 82, c'est un fait de match. Alain Giresse qui était avec nous, il va vous dire, OK, on a perdu, peut-être qu'il fallait pas faire rentrer, il fallait faire rentrer d'autres joueurs quand il y avait des blessés. Après, il y a eu ce télescopage entre Schumacher et Battiston. Ça fait partie de l'histoire. Comme il y a eu des faits de jeu, moi j'ai commenté un jour en Angleterre, Afrique du Sud, en Afrique du Sud j'ai commenté un match de l'Angleterre où les Anglais avaient marqué un but tout à fait valable. Je veux dire, on se demande encore pourquoi l'arbitre l'avait refusé. Ça fait partie de l'histoire. En revanche, en Afrique du Sud, 2010. vous avez 22 abrutis. 22 analphabètes. Sur cette compétition. Emmenés par 4 mecs qui se prennent pour Al Capone. Ils se prennent pour les patrons du monde, parce qu'ils portent le maillot de l'équipe de France. C'est qui les 4 mecs? Il y a Ribéry, il y a Evra, il y a Toulalan, il y a un certain nombre de joueurs qui intellectuellement se sont pris pour d'autres. Ils avaient déjà manqué leur Coupe du Monde de football, ce qui était quand même déjà important. Ils refusent de descendre du car. Du bus, comme on dit. C'est du jamais vu, je peux le dire maintenant, parce qu'il y a prescription. Michel Platini, qui était à l'époque président de l'UEFA, et Jérôme Valls, qui était qui était secrétaire général de la FIFA, me téléphonaient au centre Radio France de Johannesburg pour me dire, mais raconte-nous, c'est une blague. Tu nous fais plonger. Tu nous racontes une immense connerie. Mais non, je vous raconte pas une connerie, c'est vrai. On a été ridicule. Et avant cette Coupe du Monde, heureusement qu'on a gagné, parce que maintenant tout est effacé. Oui, on a tourné la page. On a tourné la page, mais on est obligé d'effacer les écarts d'un certain nombre de joueurs qui sont des analphabètes notoires par un titre de champion du monde. Et tant mieux, ils ont encore de la chance, les mecs de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que grâce aux jeunes de maintenant, je veux dire, on va plus parler d'eux. Parce que maintenant, on est 2 fois champion du monde. Mais d'un mot, que ce soit en 2010, que ce soit en 2018, que ce soit il y a 20 ans, le foot, c'est devenu une affaire nationale. Vraiment, on suit les Bleus. Mais quand vous avez commencé, Jacques, les Bleus, ils étaient dans la discrétion. C'est Platini qui a changé un petit peu la donne? C'est l'équipe de 82, de 84, de 86. N'oublions pas quand même que, bon, là, j'ai pas commenté parce que j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Bon, vous avez quand même une grande Coupe du Monde en 58 avec Roger Piantoni, Coppa. Des noms dont on se souvient encore. Voilà, hein. oui. Ouais. Bon, vous voyez, c'est des noms magiques, c'est des noms qui font partie de notre ADN. C'est vrai que le renouveau du football français, c'est avec Alain Giresse, Michel Platini, Michel Hidalgo, 82, 84, 86, comme je vous l'ai dit. Après, vous avez eu la génération de Zidane. Après, vous avez eu, je veux dire, ou Zidane. Après, maintenant, vous avez 2018. C'est-à-dire que maintenant, il faut se le mettre dans la tête. Vous savez, le football, c'est générationnel, hein. On n'est pas éternellement champion du monde. On n'est pas éternellement champion d'Europe. C'est un problème de génération. Et donc, et c'est ça qui est beau. Je voudrais qu'on regarde Jacques Vendroux, on connaît donc et on apprécie, et vous êtes là aujourd'hui, on apprécie Jacques Vendroux, le commentateur. On va regarder maintenant un Jacques Vendroux qu'on connaît un peu moins. Jacques Vendroux, le footeux. Et la remise de la coupe à Henri Patrel, c'était le trophée Henri Patrel avec Jacques Vendroux qui... Toujours sans respect. Toujours sans respect pour les autorités du football. Il faut dire que Michel Hidalgo a très bien arbitré ce match parce que c'est la première fois qu'un match entre journalistes ne dégénère pas. Jacques Vendroux, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? 14 coupes. Nous, on a 2020 devant nous. Ça sera avec vous? Non, faut être sérieux. Je veux dire, non, faut être sérieux. C'est-à-dire que moi, c'était ma dernière Coupe du Monde. Je l'ai dit, je vais pas changer d'avis parce que d'abord je me suis tellement éclaté, je me suis tellement amusé, j'étais tellement fier, mais très fier de travailler, en tous les cas jusqu'à la fin de l'année ou au tout début de l'année 2019 pour ce groupe Radio France, parce que les gens se rendent pas compte, on a une qualité de travail qui est incroyable ici, on nous donne des moyens, je veux dire, moi j'ai jamais été déçu par les différents présidents, je veux dire, et présidentes maintenant, je veux dire, par les moyens qu'on nous donne pour travailler pour les auditeurs et maintenant pour les téléspectateurs. Je veux dire, bon, je vais sans doute faire autre chose, mais vous n'allez pas complètement lâcher le micro. Non. De toute façon, vous lâchez jamais, hein. Voilà. Quand vous êtes passionné, vous lâchez jamais. Moi, je suis passionné. On vous voit mal faire autre J'aime chose. ça. Je suis un enfant gâté de la société. J'ai été payé. C'est ce que je me permets de dire à tout le monde. J'ai été payé
correctement pour commenter des matchs de football, pour commenter des Coupes du Monde comme celle-là, pour aller aux Jeux Olympiques, pour aller commenter un Saint-Étienne contre le Dynamo de Kiev, un Olympique de Marseille contre le Milan AC en finale de la Ligue des Champions, je dis, attendez, je suis tout sauf un martyr de la société, sauf que maintenant, bon, il faudra à un moment ou à un autre passer à autre chose. Mais je vous le dis, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, nous faisons, nous, les journalistes sportifs, le plus beau métier du monde. Et j'espère que ceux qui vont nous remplacer vont se rendre compte qu'ils ont une chance incroyable de faire ce métier. Vous vous rendez compte ? Je suis payé par Radio France pour aller commenter la finale de la Coupe du Monde de football où il y a mon pays. Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans la vie ? On sent et on entend que la passion est intacte après plus d'un demi-siècle de carrière. Alexis, je pense qu'en 2020, on entendra encore Jacques. Allez, merci beaucoup, on prend Jacques. les paris. Merci beaucoup pour les souvenirs de Jacques Vendroux ce matin sur France Info.